Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à cette manifestation que nous organisons avec Napoléon, enfin le groupe Napoléon Group et un peu plus particulièrement Napoléon X, donc organisée par la FAT, donc, que je représente, dont je suis le président. Alors, le programme va être le suivant. Donc, je vais vous présenter sur une dizaine de minutes maximum ce qu'est la FAT, c'est une association. Je vais vous la présenter. Je ne dépasserai pas 7 heures. Si je dépasse 7 heures, vous m'arrêtez. À 7 heures, donc, on a le plaisir de recevoir donc, le président de Napoléon X, Stéphane Ifra. Donc, il va vous présenter plusieurs choses. Il va faire un rappel de ce que sont les crypto-monnaies. Alors, on connaît les monnaies, on connaît le phénomène de confiance lié à la monnaie, la fiducie, le fait que la monnaie est un peu la contrepartie de biens ou de services. Mais les crypto-monnaies, c'est quoi? Donc, Stéphane va rappeler un peu le fondement des crypto-monnaies, le mode de fonctionnement d'échange par bloc, par la blockchain. Après, il va présenter lui-même et l'aventure de Napoléon X, parce que c'est une aventure entrepreneuriale tout à fait extraordinaire. Quand je suis allé les rencontrer il y a une quinzaine de jours pour préparer cette manifestation, chez eux, il y avait une odeur. C'était l'odeur de l'intelligence. Et il y a une concentration d'intelligence dans cette société qui m'a fait regretter d'avoir 30 ou 35 ans de trop. Donc j'ai été tout à fait impressionné, je le dis, je dois le dire. Donc je ne savais pas par ailleurs que, en plus, ça correspondait pour Napoléon X à une période d'actualité avec un lancement important. Donc Stéphane va expliquer donc le métier des trois sociétés, les métiers des trois sociétés du groupe Napoléon, peut-être un peu plus particulièrement Napoléon X et l'actualité. Donc ça, avec questions-réponses pendant 1 heure environ. Et puis, va nous rejoindre, puisqu'on est l'Association française des analystes techniques, on va recevoir un de nos brillants analystes techniques membres de l'association, qui va... Marie, mettez-vous, gardez une place au premier rang. Un de nos brillants analystes techniques qui va montrer comment les crypto-monnaies, finalement, fonctionnent entre pas mal et très bien avec l'analyse technique. En plus, Jean-Étienne Lenné connaît pas mal les cryptos, donc ça va être quelque chose d'intéressant. Et à la fin, on conclura par peut-être une petite discussion entre lui et Stéphane Ifra sur la façon dont Stéphane voit la façon dont sont appréhendées les crypto-monnaies par rapport à la façon dont vous travaillez, avec une approche un peu plus systématique, même en travaillant sur les prix, de toute façon sur les prix. Je vais poser ça quelque part, ça me gêne. Non, ça va faire tout tomber. Bon, je vais mettre ça là. Alors, la FAT, j'enlèverai après. Donc, la FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Vous avez reçu un petit fascicule qui vous explique un peu ce que l'on fait, qui on est. Moi, je vais plutôt, en quelques minutes, me rapprocher du fondement de l'esprit de l'association, la façon dont elle fonctionne, les buts que l'on poursuit, et rapidement les activités que l'on mène. Alors, c'est une association type loi 1901, donc nous sommes totalement bénévoles, donc indépendantes, très indépendantes de toute banque ou tout système. Nous sommes sans but lucratif. Les gens qui s'en occupent au sein du conseil sont tous bénévoles. Alors, les objectifs de l'association, d'abord, c'est la diffusion d'une analyse technique de qualité. Alors, sur Internet, on trouve beaucoup de choses au niveau analyse technique. On retrouve des choses tout à fait remarquables et on trouve des bêtises énormes. J'ai trouvé des bêtises sur certains thèmes que je connais bien en particulier et il y a vraiment n'importe quoi. Donc, notre objectif, c'est de rester dans une vision claire, orthodoxe de l'analyse technique. Ça, c'est le premier objectif. Donc, aider les gens à l'apprendre,
la diffuser et dans des conditions totalement orthodoxes. Ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, c'est on est une association. Donc, dans le cadre associatif, un de nos objectifs, c'est que les gens s'y trouvent bien. Donc, le côté que je qualifierais d'affectio associatis est quelque chose que l'on cherche à développer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, c'est un réseau. C'est un réseau qui est constitué à la fois de professionnels des marchés, hein, dans les membres de l'association. On a des analystes techniques de profession, on a des traders en salle de marché, on a des traders pour compte propre, on a des gens qui ont monté, et je fais partie d'un de ces cas-là, qui ont monté leur société de conseil et de formation. Et on a des investisseurs privés qui gèrent dans certains cas. On a des coachs aussi dans les professionnels. Et on a des investisseurs privés qui, en général, maîtrisent pas mal d'analyse technique et qui gèrent, dans certains cas, des portefeuilles individuels qui sont tout à fait significatifs. Donc, qui dit association dit faire vivre et fonctionner ensemble des gens qui viennent d'horizons qui sont très différents. Certains voient l'analyse technique comme un de leurs outils de travail, de leurs outils de métier, et d'autres des outils pour gérer leur portefeuille. Donc l'association fait cohabiter ensemble ces deux catégories de membres. Les manifestations que nous organisons, on essaye de les faire de manière à ce qu'elles intéressent à la fois des professionnels et également les investisseurs privés. Enfin, ensuite, nos manifestations, comme aujourd'hui, se finissent systématiquement et obligatoirement par un pot. Donc tout à l'heure, on aura un petit pot qui est convivial, ce qui permet aux gens de réseauter, qui permet aux gens de se connaître. Le troisième élément de l'association, nous faisons partie d'un réseau mondial qui s'appelle l'IFTA, International Federation of Technical Analysts. Donc il y a 28 ou 29 pays qui sont affiliés, et la FAT est la branche française de cette organisation. Et l'organisation, l'IFTA, a créé, il y a 20 ou 25 ans, a créé des diplômes professionnalisants. Alors il y a deux types de diplômes qui s'appellent le CFTE, CFTE 1 et CFTE 2. Le CFTE2, c'est un niveau que je qualifierais par rapport au système européen, c'est l'équivalent d'un bachelor. Et puis, il y a le MTA, donc, qui est une maîtrise d'analyse technique et qui s'apparente tout à fait au niveau de la maîtrise. Alors, c'est un diplôme qui, souvent, on en fait la promotion, notamment auprès des business schools, auprès des universités qui ont des masters de finance de marché. Et pour les étudiants ou des gens qui sont un peu plus âgés et qui ont déjà, eux, passé des diplômes, ça permet d'avoir un diplôme complémentaire qui soit tout à fait professionnalisant. La grande majorité des analystes techniques de par le monde connaissent le CFTI, et c'est comme ça aussi que l'analyse technique et son diplôme se développent sur le plan professionnel, parce que ceux qui sont en place ont plutôt tendance et envie à embaucher des gens dont ils connaissent le background, dont ils connaissent la formation, pour les intégrer. Donc il y a un côté réseau et un côté véritablement diplôme professionnalisant. Alors, les manifestations que nous organisons, comme ce soir, c'est tout à fait caractéristique de la réalité de l'association. C'est à la fois quelque chose qui intéresse, j'aurais tendance à dire, tout type de public, professionnel ou individuel. C'est un sujet qui est assez fort dans l'actualité, donc dont tout le monde a entendu parler, mais beaucoup de monde ne sait pas exactement à quoi cela correspond. Donc il y a un côté permettre aux gens donc, de comprendre un produit, un phénomène, une mode ou pas une mode, et toujours dans une deuxième partie, on la traite sur le plan de l'analyse technique, parce que notre rôle, c'est la diffusion d'analyse technique. On reçoit le mois prochain
un analyste technique qui travaille depuis une quinzaine d'années dans une des principales sociétés de recherche françaises, qui va expliquer quel est son métier, comment il travaille, et il va nous donner les principaux setups, donc les principales configurations qui le font réagir, lui, lorsqu'il fait des recommandations à ses clients. Donc là, on est à la fois dans le cadre d'expliquer c'est quoi le métier d'analyste technique, et puis comment lui, il travaille, et quelles sont les configurations qu'il met en avant. On organise également des webinaires, un par mois, et des manifestations de plus grande ampleur. La prochaine elle va être mi-novembre, dans lequel on va faire le bilan, toujours vu d'analyse technique, le bilan de l'année boursière. Et on va regarder ce que l'analyse technique sur des graphiques en weekly ou en hebdo ou en mensuel indique par rapport pour l'année prochaine, pour le début de l'année prochaine, quels sont et au niveau des principaux actifs, quelles sont les grandes tendances ou quelles sont les grandes incertitudes qui se développent. Donc voilà. Si les présentations telles qu'elle va être faite ce soir vous plaît, si l'ambiance vous plaît, si le pot vous plaît, écoutez, si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec un très grand plaisir. Sachant que si vous vous inscrivez aujourd'hui, votre inscription, votre cotisation sera valable. Elle est annuelle, elle est sur l'année civile, elle sera éventuellement valable jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc en fait, on vous offre 3 mois de cotisation de manière amicale pour vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Donc il y a plusieurs personnes de l'association qui sont là. Donc si vous avez aussi des questions pendant le pot, n'hésitez pas à leur poser les questions que vous voulez. Il est 7 heures, Alain. OK. Donc j'avais terminé. Donc je vais passer la parole à Stéphanie Fra. Donc pendant 1 heure à peu près, questions-réponses. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis effectivement le président de Napoléon Group. Alors on est une jeune start-up qui s'est lancée il y a un peu moins de 3 ans maintenant. Et on est déjà un groupe parce qu'on n'a pas lancé une seule société, mais on en a lancé plusieurs. Et je vous expliquerai un petit peu la démarche, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Donc ça, c'est les 3 sociétés qui sont présentes dans notre groupe. Il y en a même une 4e, mais je pense que j'en parlerai un petit peu moins ce soir. Donc on s'est lancé, nous, on est des anciens banquiers, des anciens financiers, où on a travaillé en société de gestion. Donc on est 3 fondateurs, j'en parlerai un petit peu après. Moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez BNP Paribas, parce que j'ai travaillé un peu plus de 16 ans. J'ai commencé par du fondamental, j'ai fait beaucoup de crédit pendant quasiment 9 ans. Et après, j'ai bifurqué sur les marchés on va dire, par goût personnel, où j'ai été gérant de portefeuille sur, on va dire, les grands marchés mondiaux, qui m'ont amené à traiter des futurs et des options, et que je gérais de manière discrétionnaire. Voilà, donc j'utilisais un petit peu mon background, on va dire, d'analyse fondamentale, si je puis dire, puisque ça, c'est ce que m'a appris le crédit. J'avais aussi, par goût personnel, beaucoup de sympathie pour l'analyse technique. Alors même si ce n'était pas un processus de décision, on va dire, gravé dans le marbre pour moi, mais en tout cas, j'avais cette fibre-là. Et puis avec le temps, j'ai développé une nouvelle compétence qui est de l'analyse quantitative. C'est-à-dire que je me suis mis à développer des modèles qui me permettent de savoir quand est-ce qu'il faut que j'achète ou que je vende un marché en particulier. Et là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer, quand je suis arrivé dans la société de gestion de BNP en 2005, de tomber sur un ancien trader de la salle côté fixed income chez BNP, qui est arrivé en même temps que moi dans cette équipe, et qui finalement m'a mis un peu le pied à l'étrier, parce que lui, c'est ce qu'il faisait quasiment tous les jours, que dans le monde des taux. Et puis lui, ça l'amusait, c'est pour ça qu'il était venu chez BNP PAM, de le faire également dans le monde des equity. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui un peu m'a mis le pied à l'étrier. C'est pas forcément quelque chose de naturel au démarrage de designer des modèles quantitatifs pour finalement prendre une décision. Mais avec le temps, quand on a réussi à développer des choses qui fonctionnent, il y a un certain confort finalement à utiliser ça. Je pense que d'une certaine manière, sur l'analyse technique, on pourrait quelque part le codifier, parce que finalement, j'imagine que vous avez un nombre de figures qui est fini, et donc quelque part, vous pourriez utiliser un programme qui essaye de détecter ces figures. Alors il faudrait arriver à les caractériser d'un point de vue, on va dire, chiffré, mais une fois que vous les détermineriez,
automatiquement, vous sauriez quel est le trade qui vient après. Je pense que c'est peut-être un petit peu complexe en termes de programmation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas possibles, avec des divisions finalement de grands cas. Mais je pense que dans l'esprit, c'est pas si loin de ça que ce que je fais, sauf que moi, finalement, mes modèles sont beaucoup plus simples, parce que j'ai plutôt des arbres de décision presque binaires, voilà, mais qui, eux, sont basés uniquement sur les prix. Mais un petit peu comme l'analyse technique, finalement, vous regardez que les prix. Peut-être les volumes en plus. Moi, je regarde même pas les volumes. Je suis vraiment feignant. C'est une information que je regarde même pas. Et donc, notre aventure, pour retomber sur mes pattes, a commencé avec Napoléon Capital, qu'on a lancé il y a presque 3 ans maintenant, qui est un CIF, donc c'est une société réglementée par l'AMF. On est conseiller en investissement financier. On a déjà des clients là-dessus, puisqu'on a à peu près 35 millions d'euros sous mandat dans cette partie-là. On a fait une levée de fonds auprès de BNP Paribas, puisque nous, on est des anciens, il y a une grosse partie de l'équipe de gestion qui est ancienne de BNP Paribas. On a fait une levée de fonds avec eux et on a lancé notre premier fonds qui est conseillé par Napoléon Capital et géré par BNP Paribas. Et on l'a lancé début septembre, donc c'est tout nouveau et c'est basé sur un mix de stratégies qu'on a développé dans Napoléon Capital. Alors je vous expliquerai un petit peu la manière dont ça fonctionne, parce que c'est, encore une fois, Napoléon Capital n'a pas vocation à trouver une stratégie, mais à offrir vraiment une boîte à outils de stratégie quantitative. Et à partir de cette boîte à outils, on va construire des solutions au cas par cas pour nos clients. Donc ça, c'est la première société qu'on a lancée. S'en est suivi celle qui est tout à droite, qui s'appelle Napoléon M. Alors en l'occurrence, ce n'est pas Napoléon M qu'on a lancé à l'époque, donc ça date d'il y a à peu près 2 ans. Et on s'est lancé presque quelques mois après Napoléon Capital dans une aventure crypto. Donc assez différente finalement de Napoléon Capital, mais avec un angle d'attaque qui était toujours du quantitatif. C'est-à-dire que mes décisions d'investissement sont toujours basées sur des modèles. Ce n'est pas les mêmes modèles, mais en termes de mode de construction de ces solutions-là, on utilise exactement les mêmes techniques, les mêmes approches que dans Napoléon Capital, où là on est plutôt, on va dire, sur les indices equity, sur les grandes paires de change, sur les gros indices sur les gros govies, donc les taux d'État 10 ans. Et on a également un petit peu de commodities, que ce soit un gros blend de commodities au travers d'un indice de futur ou juste sur du gold. Dans Napoléon AM, le but c'était vraiment de proposer des solutions d'investissement uniquement sur le monde crypto. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas donc créé tout de suite Napoléon AM, on a créé une première structure qui existe toujours, qui s'appelle Napoléon Crypto, qui a sponsorisé un projet de levée de fonds en crypto qui s'appelle le projet Napoléon X, que peut-être certaines personnes ont entendu parler, qui a collecté des fonds en crypto au travers d'une ICO qu'on a fini en février 2018. Et cette ICO, ce qu'on a levé comme fonds auprès de cette ICO, ça a permis de financer Napoléon AM, qui est une société de gestion réglementée auprès de l'AMF. Donc c'est la deuxième structure qui a une réglementation dans notre groupe. On a eu cette réglementation en début d'année. Et je pense qu'on est une des premières sociétés de gestion qui peut offrir des produits qui donnent une exposition aux cryptos avec un tampon d'un régulateur, on va dire, d'un pays digne de confiance. Donc ça, c'est la deuxième structure qu'on a lancée. Et on devrait lancer notre premier fonds dans cette structure-là d'ici quelques semaines, puisqu'on a déjà déposé un dossier auprès de l'AMF. On a toute la structuration et tous les acteurs qui sont nécessaires pour gérer un fonds. Et ça, ce n'était pas une mince affaire. Croyez-moi, dans tous les pays, finalement, dès que vous mettez le nom crypto dans un produit financier, on va dire, régulé, ça hérisse les poils de beaucoup de gens. Voilà. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Mais je pense que du fait de notre passé dans le monde de la banque, dans le monde de la gestion et vis-à-vis aussi de BNP, qui quand même nous a fait confiance sur Napoléon Capital, ça nous a aidé finalement à convaincre et l'AMF de nous donner un agrément, et également un certain nombre d'acteurs de travailler avec nous, notamment les dépositaires, les valorisateurs, qui sont des acteurs importants quand vous voulez monter un fonds réglementé. Et ça, on devrait donc pouvoir lancer le premier fonds, je pense, d'ici quelques semaines, avec un deuxième qui va suivre très rapidement. Donc le premier fonds, ça va être, et on en parlera un petit peu plus tard, c'est juste un fonds d'exposition au Bitcoin, un petit peu comme ce qu'on entend aujourd'hui aux US, ça fait des mois et des mois que certains asset managers cherchent à lancer des ETF sur le Bitcoin. Et la SEC a freiné des cas de fer pendant très longtemps. Et elle vient juste d'accepter deux d'entre eux
avec un certain nombre de restrictions, notamment en termes de commercialisation. Restrictions qui vont plus ou moins s'appliquer à nous d'ailleurs, en termes de à qui on va pouvoir vendre ce type de solution. Mais on voit bien voilà, qu'il commence à y avoir dans le monde des gens qui veulent proposer des solutions régulées, réglementées, pour des investisseurs plus classiques, qui eux ont envie d'avoir une exposition en Bitcoin. Et on verra après pourquoi ça peut avoir un intérêt et pourquoi c'est un pari qui n'est pas forcément absurde. Troisième société qu'on a dans notre groupe, qui est la plus récente, qui a obtenu qui est aussi une société réglementée. Cette fois-ci par l'ESMA, donc c'est au niveau européen, mais la mise en œuvre est faite par l'AMF. Donc quelque part, nous, on a 3 occasions à chaque fois de parler à l'AMF en termes de réglementation. Donc ils nous connaissent très bien. Le fonds qu'on vient de lancer avec BNP, c'est pareil, c'est passé par l'AMF. Et les fonds dont je parlais tout à l'heure sur Napoléon AM, ça parlait également par l'AMF. Donc on a un rapport très très étroit avec le régulateur. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que du coup, on peut faire un peu plus de choses que si on n'était pas connu d'eux. Et c'est pas bien parce que c'est toujours très compliqué de discuter avec un régulateur. Mais je pense que c'est quand même pour le bien de notre industrie et pour le bien de cette nouvelle classe d'actifs. Donc Napoléon Index, c'est un publicateur d'indices. Alors qu'est-ce que c'est que cet animal-là ? Vous connaissez tous, j'imagine, Standard & Poor's, FTSE, qui sont en fait à la base non pas des indices actions, mais qui sont des publicateurs d'indices et dont l'indice phare finalement a repris leur nom. Et ben finalement, nous, on va rentrer dans cette ligue-là et on va pouvoir faire 2 choses avec ces sociétés-là. D'une part, faire du calcul d'indices pour des gens qui ont des indices à calculer. Et là, vous avez toutes les grandes banques qui ont ce besoin-là, parce que c'est des banques qui, typiquement un BNP Paribas, un Société Générale, ils gèrent entre 1000 et 2000 indices en interne. Alors évidemment, ils savent les calculer, ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un d'externe pour faire ça, mais pour autant, dans un certain nombre de cas, que ce soit des cas réglementaires ou vis-à-vis de leurs clients, ils peuvent avoir besoin d'un second calculateur. Dans ce cadre-là, ils ne cherchent pas forcément quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose, parce qu'ils n'ont pas à grand-chose à attendre de nous. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un qui est efficace et qui ne coûte pas très cher. Voilà. Donc ça, c'est un de nos premiers, on va dire, segments de produits sur Napoléon Index. Le deuxième segment qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de promouvoir nous-mêmes des indices. Donc typiquement, toutes les stratégies quantitatives qu'on a développées, que ce soit pour les actifs classiques ou que ce soit pour les actifs crypto, bah, plutôt que d'en sortir à chaque fois des produits qui ont un coût, c'est-à-dire que le jour où je veux lancer un fonds, j'ai des coûts fixes pour lancer un fonds. En gros, on parle entre 60 et 75 000 euros par produit de coûts fixes. Donc quand vous êtes une start-up, c'est des gros coûts. Nous, on n'a pas une stratégie qu'on a développée, mais on en a une quarantaine. Donc si je commence à faire la multiplication 40 fois 60 000 euros en moyenne par an, ça me fait un budget qui est très important. Donc plutôt que d'utiliser finalement un publicateur d'indices externe pour montrer mon faire savoir, eh ben, je l'ai moi-même internalisé, cette partie-là. Ce qui me permet 2 choses. D'une part, de montrer au travers d'un acteur réglementé toutes mes stratégies quantitatives que j'ai développées. Ensuite, de faire des produits, typiquement le produit pour Napoléon Capital qu'on a fait avec BNP, c'est un fonds indiciel dont l'indice est calculé par Napoléon Index. Et je vous montrerai un petit peu, pas dans le détail, mais en tout cas dans l'esprit, comment on a défini le produit final pour le client. Donc le produit est indexé, et l'index est publié par Napoléon Index. Et ensuite, on fait de la réplication indicielle avec une tierce partie, qui en l'occurrence ici est Société Générale. Donc BNP Paribas travaille avec Société Générale plutôt que de travailler avec elle-même pour la réplication d'indices. Et nous, finalement, on envoie à Société Générale les signaux associés à nos stratégies, qui, eux, exécutent sur les marchés les ordres correspondants. Et après, il y a un swap qui est fait entre Société Générale et le fonds BNP pour donner la performance, à quelques frais près, de l'indice qu'on a publié. Voilà, donc ça, c'est la 3e société qui nous permet finalement de mettre en avant toutes nos savoir-faire et qui, derrière, va devenir notre boîte à outils pour pouvoir proposer des produits ad hoc qui vont tomber dans des cases prédéfinies ou préexistantes chez les clients. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que moi, avec ma boîte IT, je vais pouvoir m'adapter à chacune des cases d'investissement et chaque investisseur peut être un petit peu différent. Typiquement, vous allez avoir des investisseurs qui ne cherchent qu'à avoir une exposition sur les actions américaines. Je vais être capable de lui fournir des stratégies que sur les actions américaines.
D'autres vont être sur des baskets d'actions mondiales. Je vais être capable de faire également une stratégie sur des actions mondiales. Et il y en a d'autres qui vont avoir plutôt une approche diversifiée. Je pourrais également faire une stratégie diversifiée sur tout un tas de types d'actifs. Voilà. Donc c'est un côté très modulaire. Et puis aujourd'hui, on ne montre que notre recherche. Demain, on a vocation à s'ouvrir à l'extérieur pour pouvoir accueillir d'autres, on va dire, apporteurs de stratégies qui viendront chez nous pour tout un tas de raisons. D'une part, pour avoir un mode de distribution, puisque finalement, nous, on a toute la réglementation pour ensuite distribuer le produit, alors que c'est peut-être des anciens traders qui ont juste des super strates, mais qui n'ont pas de vocation à faire du réglementaire, qui n'ont pas forcément de vocation à faire du commercial, qui n'ont pas forcément les moyens ou l'infrastructure pour faire tourner tout ça. Nous, on l'a. Voilà. Donc ça, pour eux, ça peut être un mode de distribution de leur savoir-faire. En échange de quoi, il y aura deux choses. D'une part, publier un indice qui leur est propre, donc finalement leur attribuer une propriété intellectuelle sur ce qu'ils font. Et deuxièmement, un partage de rémunération le jour où j'utilise leur stratégie dans un de mes produits. Voilà un petit peu le groupe. Il y a une quatrième entité dont je parlerai assez peu, ou on en parlera peut-être à la fin, qui s'appelle Napoléon Software, qui est le dernier né de notre groupe, puisque ça ne suffisait pas d'avoir 3 sociétés. Alors celle-ci, elle n'est pas réglementée. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-ci, en fait, donc j'ai des stratégies systématiques, donc quantitatives dans Napoléon AM, qui vont vous donner on va dire des conseils d'allocation, typiquement sur du Bitcoin ou sur de l'Ether, ou sur des mix de ce genre de monnaie. Dans Napoléon AM, les produits que je vais vendre s'adressent uniquement à des investisseurs professionnels, donc des gens qui ont une certaine surface financière et qui vont mettre des tickets minimum de 100 000 euros. Pour autant, les particuliers ou certains particuliers pourraient aimer ce type d'approche, on va dire une approche en gestion dynamique sur les cryptos, avec finalement une sorte de, non pas de garantie, évidemment il n'y a jamais de garantie en finance, mais en tout cas avoir une petite idée de ce que pourrait donner la stratégie appliquée à leur basket de crypto qu'ils auront choisi. Alors ça tombe bien parce que c'était l'anniversaire hier de notre stratégie phare d'allocation entre le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Donc on a pu faire un peu et donc ces signaux associés à cette stratégie-là, on les pousse sur une de nos plateformes, parce qu'on a plusieurs des plateformes, depuis 1 an exactement. C'était le 18 septembre 2018 qu'on a lancé cette stratégie-là, et qui n'a pas bougé d'un iota d'ailleurs en termes de conception. Et donc notre stratégie a fait quand même 300% sur l'année passée, quand le Bitcoin a fait 60% et l'Ether a fait 0%. Voilà, donc du 18 septembre au 18 septembre. Voilà, et donc finalement, ce type d'approche, il y a des gens qui pourraient être intéressés pour avoir accès aux signaux. Alors ça, pour le coup, ils peuvent avoir accès aux signaux au travers de notre plateforme napoléonx.ai. Il va falloir me suivre un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Tout le monde s'appelle Napoléon, mais il y en a beaucoup. Donc napoléonx.ai, en fait, c'était la plateforme qui était associée à la levée de fonds en ICO. Et l'ICO donnait 2 droits finalement quand vous souscriviez à notre ICO. Une première qui était justement d'avoir accès à ces signaux de trading. Charge à vous ensuite d'aller trouver l'endroit pour faire l'exécution, de regarder les signaux à la bonne heure, puisqu'ils sont publiés à minuit UTC, ce qui en gros correspond à 2 h du matin. Donc, ça veut dire qu'il faut tous les matins être derrière son écran, aller regarder le signal, et puis s'il y a un ordre à passer, ne pas louper l'exécution. Pourquoi? Parce que sinon, si vous exécutez avec 8 heures ou 12 heures de retard, forcément, vous allez introduire un biais dans la stratégie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner d'argent, ça veut dire que vous allez vous éloigner de la stratégie. Et il y a des fois, c'est pas une bonne chose. Il y a des fois, ce serait une bonne chose d'avoir attendu 8 ou 10 heures pour exécuter. Donc finalement, ces signaux qui... Et donc voilà, ça c'était le premier droit. Et le deuxième droit, c'est un revenu sharing. Donc la société de gestion va partager les revenus sur ces 10 premiers fonds avec les gens qui ont souscrit à notre ICO. C'est un peu technique, c'est pas un titre en tant que tel, puisque ça apparente à un droit de licence. La licence étant, entre guillemets, librement utilisable pour ceux qui l'ont acheté, soit avec nous, soit à l'extérieur. Et s'ils l'utilisent avec nous, il y a une sorte de formule pour leur garantir un partage de revenus avec un ratio qui est prédéfini. Ces signaux de trading donc, que les gens peuvent voir sur une plateforme, un certain nombre d'entre eux nous ont demandé de pouvoir les exécuter automatiquement sur leur compte. Alors quand on parle de compte, on est en train de parler de compte sur des exchanges crypto, donc pas sur un compte chez BNP Paribas ou chez Société Générale, mais chez des plateformes d'échange crypto. Donc
je regarde l'assistance, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas connaître une seule d'entre elles, et peut-être des plus jeunes qui en connaîtront certaines. Donc voilà, dans ce monde-là, il y a des plateformes qui sont pour le coup des plateformes qui viennent d'un peu partout dans le monde, que ce soit aux US, en Asie et quelques-unes en Europe. Et nous, finalement, on propose au travers de Napoleon Software justement le suivi de ces signaux et l'exécution automatique au travers de l'utilisation d'API. API, c'est juste une capacité à discuter entre un programme informatique et un compte sur lequel l'exchange a permis cela. Voilà, et donc Napoleon Software, finalement, c'est juste qu'une location de petits programmes informatiques qui va lire le signal sur notre plateforme et qui va automatiquement l'exécuter sur le compte du client. Ce qui lui évite plusieurs choses. D'une part, d'avoir un sentiment ou une opinion sur est-ce qu'il doit suivre ou pas le conseil qui lui est mis en avant sur la plateforme, qui n'est pas un conseil personnalisé, qui est juste une vue sur le marché. Et deuxièmement, de pouvoir traiter tous les jours, quoi qu'il arrive, que la personne soit malade, qu'elle soit au restaurant, en vacances ou qu'elle se soit endormie face à son écran. Voilà, donc maintenant vous avez un petit aperçu de notre groupe. Ça, c'est l'équipe. Je vais passer assez rapidement. Donc Arnaud et Jean-Charles sont mes deux cofondateurs. Arnaud, j'ai rencontré Alix lors d'une formation sur du Big Data. On est tous les deux issus de l'école polytechnique qui, du coup, a donné, pour la petite histoire, naissance au nom du groupe Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'était le fondateur de l'école polytechnique. On est tous deux issus de là-bas, qu'on s'est rencontrés là-bas lors d'une formation bien après nos études. L'école polytechnique est également rentrée au Capital, dans Napoléon Capital. On a passé 6 mois chez eux dans un programme d'accélération, un nouveau programme qui est lancé par l'école. On faisait partie de la deuxième promotion. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. Ensuite, également pour continuer l'histoire, Napoléon, c'est le deuxième nom propre le plus connu au monde, après Jésus. Donc quand vous parlez finalement de votre start-up, et on va dire au démarrage, vous êtes en train d'essayer de vendre vos produits, mais également votre société pour lever des fonds. C'est un gros avantage d'utiliser un nom propre connu, parce que les gens vous retiennent en fait. Et même quand vous allez en Angleterre, d'ailleurs c'est assez paradoxal, ça les fait même sourire, et j'en plaisante beaucoup avec les Anglais. Et ensuite, Napoléon, c'est aussi la pièce d'or en France, et c'est un symbole de l'épargne. Et finalement, tout notre groupe tourne autour de la gestion de l'épargne, certes avec une approche un peu spécifique et sur certains types d'actifs un peu particuliers, mais voilà, c'était aussi pour boucler la boucle. D'où également le logo, qui évoque deux choses. D'une part, évidemment, le bicorne, et deuxièmement, ça ressemble à des pièces de construction comme on peut avoir l'habitude de regarder avec les jouets d'enfants. Et finalement, notre approche, c'est vraiment ça. On ne cherche pas à apporter une solution, mais on cherche vraiment à développer une boîte à outils. Et ça, c'est très important dans notre développement. Après, on est entouré, et Jean-Charles, qui est mon deuxième associé, lui, je l'ai rencontré chez BNP Paribas, on a travaillé ensemble, il était dans mon équipe, et puis on a toujours eu un très bon contact l'un avec l'autre. Et puis après, entre nous trois, on est assez complémentaires. Arnaud est beaucoup plus sur les aspects IT, puisqu'il a un doctorat en informatique. Et chez nous, l'informatique est très très importante. Et puis également, il a un passé de private equity. Donc il a cette habitude justement de monter des corporates, faire des business plans, ce genre de choses, qui est très utile dans le cadre d'une start-up. Et Jean-Charles, lui, a plutôt un passé de structureur dans les banques et également de vendeur. Il a fait de la gestion également, puisqu'il était dans mon équipe quand j'étais gérant. Et moi, je fais plutôt la gestion et toute la partie, on va dire, représentation. Typiquement une conférence comme ce soir. Hier, j'étais encore toute la journée sur la route. Voilà. À côté de ça, on a une équipe assez diversifiée et on va dire assez pointue, qui est assez rare en fait dans le marché. Et quand on va voir à chaque fois nos clients potentiels, ils sont assez étonnés qu'on ait réussi à rassembler autant de talents en si peu de temps. On a évidemment des gens très calés côté IT, avec des gens qui viennent des départements IT de certaines banques d'investissement françaises. Et puis, donc ça, c'est des gens que j'ai rencontrés moi quand j'ai travaillé dans le conseil. Après, on a des gens dont le métier, c'est de faire de la gestion, donc typiquement Marc Delignaris, notre CIO.
Et puis on a des gens côté gestion indicielle, puisque ça c'est un business un petit peu particulier, notamment toute la partie corporate analysis. C'est assez important, notamment quand vous faites des indices sur basket de stock. Voilà. Et puis après, il y a toute une partie marketing qui est évidemment nécessaire, parce qu'il faut bien vendre nos produits à un moment donné. Maintenant, on va basculer sur la deuxième partie. Donc là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de qui on est et d'où on vient. Donc maintenant, la... Alors, c'est simple, ils ont acheté 0% du capital. Donc, on est complètement indépendant. Simplement, ce qu'on leur doit, c'est continuer à leur fournir les signaux de trading, ce qu'on fait depuis avril 2018 et qui ne nous pose absolument pas de problème. Et deuxièmement, de partager les revenus quand on va lancer les 10 premiers fonds sur la société de gestion. Donc, ils ne sont que sur une partie du business, que sur Napoléon AM, sachant que nous-mêmes, on détient également des jetons au travers de cette ICO. Donc, en fait, notre promesse est finalement de partager une partie des revenus quand il va y en avoir. Typiquement, quand on va lancer les premiers fonds d'ici quelques semaines, il y a une partie de la rémunération qui revient à la société de gestion qui va aller vers ces gens-là. C'est une sorte de rémunération juste pour le fait qu'il nous ait permis de nous financer pendant aussi longtemps. Ça nous a permis de financer tout le groupe, de financer la société de gestion, et pour le coup, ça coûte relativement cher, puisque l'AMF vous demande quasiment 1 million d'euros de déposit au démarrage, au lancement de la société de gestion, en plus de tous les coûts que vous pouvez avoir. Voilà. Pour une jeune start-up, c'est des montants qui sont très importants, surtout dans le monde crypto, où quelque part, aller chercher un investisseur classique pour vous financer sur ce type d'actifs, c'est juste impossible. Alors, vous arrivez à parler à peu près à toutes les sociétés de gestion sur cette thématique, plus parce que ça les amuse ou parce que ça les intéresse ou parce qu'ils ont des conversations comme ça. De là à aller déclencher un investissement de leur part, c'est très compliqué. Et donc, on a eu la chance de pouvoir faire ces levées de fonds auprès, alors cette fois-ci, les gens qu'on souscrit, c'était du retail, qui n'était pas du tout basé en France, puisqu'on n'a vendu que 15% de nos jetons en France. Donc, et on a fait en gros une grosse opération de levée de fonds type crowdfunding, mais à l'échelle mondiale. Donc, ce qui était un exercice qui était très très loin de nos bases, pour le coup, puisque nous, on est des financiers classiques qui savons faire des présentations PowerPoint et discuter avec des investisseurs, on va dire, qualifiés. Là, vous parlez à un tout autre type de population. Il faut les convaincre de qui vous êtes, que vous êtes crédible, que votre projet est crédible, sachant que c'est des gens qui viennent quand même d'un monde où, quelque part, il y a une énorme défiance vis-à-vis du monde financier. Et donc, pour eux, ils ne comprennent pas forcément l'intérêt d'aller chercher une régulation sur la société de gestion. Donc, il y a eu un gros travail de pédagogie et de crédibilité auprès de ces gens-là. Ce qui a été un énorme exercice. Ça nous a pris 9 mois quasiment, mais on a levé à peu près 10 millions d'euros. Ce qui, pour une start-up, est juste impensable, en fait. Oui. Oui. Tout à fait. Alors après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur pourquoi on va sur eToro typiquement. Pour nous, c'est juste un moyen de se faire de la pub et d'être rémunéré pour se faire de la pub en présentant une petite partie de ce qu'on sait faire. On va basculer maintenant pour la raison pour laquelle je suis là ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est que la blockchain et pourquoi finalement on s'est lancé dans la crypto ? Avant tout, on n'est évidemment pas du tout les seuls à penser que le monde de la crypto ou de la blockchain est un monde qui a un intérêt pour demain d'un point de vue financier. Je vous ai mis juste quelques exemples de sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont fait des annonces ces derniers mois sur le fait qu'ils allaient se lancer dans ce sujet-là ou qui se sont lancés dedans. J'aurais pu rajouter Libra avec Facebook, mais on voit bien que quelque part, tous les gros corporates sont en train de réfléchir soit à intégrer la blockchain dans leur processus. Typiquement, quand la Société Générale émet un covered bond en utilisant la blockchain, elle ne vend pas de la crypto. Juste, elle utilise la blockchain comme un outil pour distribuer son produit. Donc c'est juste, ça rentre dans son process sur la manière de distribuer le produit. Quand JP Morgan veut créer son coin, là c'est différent. Là, il crée un vrai produit autour de la crypto. Voilà. Donc, juste pour dire que, quelque part, on n'est pas du tout les premiers à se dire qu'il y a quelque chose derrière cette nouvelle technologie, la blockchain.
Alors quand je dis nouvelle, elle existe quand même depuis 10 ans, enfin, entre guillemets, elle n'est pas toute neuve. Simplement, évidemment, au début, c'était juste quelques personnes entre elles qui en parlaient. Maintenant, on en parle un peu plus parce que notamment, il y a eu cette, on va dire, cette visibilité du fait du prix qui a monté très fortement en 2017. Et ça a évidemment attiré un peu l'œil de beaucoup de gens. Après, on s'est posé la question de qu'est-ce qui était associé à cette crypto. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis à développer des use cases en disant comment est-ce qu'on peut intégrer finalement cette nouvelle techno dans ce qu'on fait ou créer des nouvelles choses qui n'existent pas parce que c'est permis grâce à ça. Et si on essaie de replacer un tout petit peu dans le contexte, en fait, l'émergence de la blockchain, en fait, pour nous, on va dire de manière très très simplifiée, on estime qu'on vit dans une sorte de digitalisation du monde. Alors évidemment, c'est une vision peut-être un peu réductrice, mais en gros, ça a commencé il y a une vingtaine d'années avec Internet, qui était surtout la digitalisation des datas et de l'information. Ensuite, on a eu la digitalisation un peu des interactions sociales, donc avec l'émergence des réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, les Twitter et autres, qui ont vraiment commencé à émerger il y a une dizaine d'années. Et avec la blockchain, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de digitaliser la confiance, parce que finalement, c'est à ça que ça sert. On est en train de digitaliser la confiance. Voilà. Donc pour nous, ça s'inscrit dans un long trend. Après, quand on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en faire, il y a tout un tas de use cases qui sont très intéressants, qui prennent du temps, et vous avez énormément de consultants qui travaillent sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet très à la mode, on va dire que les directions de ces grands groupes, notamment ceux qu'on a pu voir juste avant, mais pas que évidemment, commencent à se dire qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, d'une part pour qu'on fasse parler de nous vis-à-vis de la blockchain. Pourquoi? Parce que c'est un côté un peu, on est novateur et on continue à innover chez nous. Et pour ces grosses entreprises, c'est quelque chose qui est assez important en fait pour eux. Puis ça leur coûte pas si cher que ça d'étudier un certain nombre de choses. Et puis des fois, ça leur arrive même de trouver des idées qui leur permettent soit d'économiser de l'argent, soit d'avoir des nouveaux marchés parce qu'ils ont trouvé un nouveau produit. Donc voilà. Hop. Pourquoi on a inventé... Alors, la première blockchain qui a été inventée, c'est la blockchain Bitcoin. Et qu'est-ce que la personne ou les personnes, puisqu'on ne sait pas d'ailleurs si c'est une personne qui a écrit le white paper, ça reste un mystère, et tant mieux, je pense que c'est bien, c'est partie de la légende. Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire quand ils ont lancé cette blockchain-là? Ils ont essayé un petit peu de résoudre le problème du double spending, donc de la double dépense, et de trouver une sorte d'or papier. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'évidemment, les gens, l'or, c'est un côté très, très ancien, alors que le Bitcoin, je pense qu'il n'y a pas du tout la même confiance qu'on peut avoir là-dedans. Et pour autant, c'est peut-être une nouvelle manière de stocker de la valeur. Pourquoi est-ce qu'on dit que de l'or a de la valeur, ou pourquoi est-ce qu'un billet de banque a de la valeur? Quelque part, c'est une question de croyance. Si vous êtes au Zimbabwe et que vous regardez un billet de banque, c'est toujours un billet de banque émis par une banque centrale. Est-ce que vous lui donnez une grosse valeur? Je ne suis pas sûr, vu l'inflation. C'est une vraie question, en fait. Et quand on y réfléchit bien, une monnaie, elle est avant tout basée sur de la confiance. Si les gens, demain, se mettent à avoir confiance dans cet outil technologique qu'est le Bitcoin, ça peut avoir autant de valeur, en termes de croyance, qu'un bout de papier qui ne sert pas à grand-chose, parce que je peux le brûler avec un billet, avec un briquet. L'or, c'est pareil, c'est quelque chose qui a traversé les temps, donc c'est pour ça qu'on se dit que ça a beaucoup de valeur. Pour autant, si demain j'ai une famine, est-ce que l'or va me servir à grand-chose? Je ne suis pas sûr. Après, l'intérêt de l'or, c'est typiquement, qu'est-ce qui fait que, de manière historique, on s'y est intéressé et on y a mis on va dire une forme de valeur? C'est parce qu'on ne pouvait pas le créer, on ne pouvait pas le copier. Et finalement, ce qu'on a recréé avec le Bitcoin, c'est un système similaire où vous avez un nombre fini de Bitcoin qui a été émis ou qui vont être émis durant toute la vie de cet actif. Donc vous le rendez quelque part fini. Et donc vous ne pouvez pas en créer. Donc après, la seule manière d'en acheter, c'est d'aller chercher quelque chose qui existe. Voilà. Quand aujourd'hui on regarde ce qui se passe sur les devises classiques, que ce soit le dollar ou l'euro, et quand on regarde ce que font les banques centrales, elles sont en train d'acheter du papier avec de l'argent qu'elles ont fraîchement imprimé. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire rouler dans la farine sur la valeur d'un euro ou sur la valeur d'un dollar? Moi, je pense que si. Après, c'est un débat, évidemment.
mais elles se sont mises à acheter des actifs, notamment des vrais actifs, typiquement la Banque centrale de Suisse ou la Banque centrale du Japon. Ce sont des très gros acteurs d'ETF, qui sont quoi? Des actifs réels, puisque c'est des parts dans des boîtes, dans des sociétés. Et elles l'ont acheté avec quoi? Avec de l'argent qu'elles ont imprimé. Donc ça, c'est de la création monétaire pure et simple. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, et en plus, ce n'est même pas des gens qui sont élus, c'est des gens qui ont le pouvoir d'imprimer de l'argent pour en faire après quelque chose qu'ils estiment eux bien, mais est-ce que c'est pour le bien de la société, pour le bien de tout le monde? On peut en débattre. Donc quelque part, avec le Bitcoin, ce n'est pas possible, puisque une fois qu'on sera arrivé au terme des 21 millions de Bitcoins qui doivent être émis, il n'y en aura pas un de plus. Voilà, et donc la manière dont donc c'est un problème qui a existé depuis très longtemps et que quelqu'un a réussi à résoudre. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en créer plus? Parce qu'il y a un protocole qui vous en empêche. Et on ne peut pas dépenser 2 fois le même Bitcoin. C'est un peu technique, je ne pense pas que ce soit très intéressant de rentrer là-dedans, mais c'était fondamentalement la grosse nouveauté qu'il y a eu dans le papier blanc qui a été écrit en 2008. Et il ne faut pas oublier également que ça a été lancé, créé en plein milieu de la crise, la dernière grosse crise qu'on a connue, où il y avait clairement une défiance du monde financier. Voilà. Donc c'était une forme de réponse finalement à la défiance du monde financier. Quand on y réfléchit également, le monde financier, quelque part, il est baqué par quoi? Il est baqué par nos impôts, donc par nous, utilisateurs finalement de ces devises-là. Dans le monde du Bitcoin, c'est pareil. Finalement, ceux qui viennent baquer, rendre le système fiable, c'est ce qu'on appelle les nœuds de validation, qui sont les principaux utilisateurs du Bitcoin. Donc, finalement, on a créé un système où les utilisateurs sont directement responsables de la fiabilité du système. Alors que dans notre système actuel, finalement, c'est une sorte de responsabilité de manière interposée, puisque c'est les banques centrales qui se reposent sur nous, qui utilisons la monnaie. Donc il y a un intermédiaire qu'on a supprimé dans le monde du Bitcoin. C'est le système qui est fait pour fonctionner automatiquement, en fait. Il y a pas de si, on est collectivement responsable. C'est-à-dire que la manière dont fonctionne la technologie fait qu'il n'y a pas une personne qui a tous les pouvoirs et qui peut faire ce qu'elle veut. Parce que c'est quelque part, pour avoir une nouvelle écriture, il faut qu'il y ait un consensus, et ce consensus, il ne peut pas être biaisé. Et comment cette limite de 21 millions de bitcoins pourrait ne pas être franchie? On ne peut pas la breaker, puisque ça fait pas... Il y a des gens qui disent code is law. En fait, vous ne pouvez pas le changer. C'est la manière dont fonctionne le protocole. Ce que vous pourriez faire, c'est créer une autre chaîne dans laquelle, voilà, typiquement Ethereum, il n'y a pas de cap, mais Ethereum n'a pas exactement la même fonctionnalité que Bitcoin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blockchains où vous ne pouvez pas avoir un nombre, on va dire, infini de cryptos, mais après, il y a quand même un mécanisme de création qui est lié quelque part à une forme de rémunération du travail. C'est-à-dire qu'on ne crée pas des cryptos pour le plaisir d'eux, c'est des cryptos qui sont en rémunération d'un travail fourni pour justement faire fonctionner la chaîne. Donc il y a une sorte d'incentive économique à ne pas biaiser le système. Quelqu'un qui, quelque part, irait voler, hacker plus de la moitié des bitcoins, quelque part, le risque, c'est que ce bitcoin-là, il vaille zéro. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt à vouloir aller voler tous les portefeuilles, parce que si vous vous retrouvez le seul détenteur de Bitcoin, personne va s'en servir, et donc ça vaut zéro. Donc en fait, il n'y a pas d'incentive à le faire. En fait. Donc le système est assez bien pensé. C'est une vraie théorie des jeux. Là, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se plonger dans la théorie des jeux. Mais en fait, il n'y a aucun intérêt qu'une personne aille récupérer plus de la moitié du réseau pour pouvoir devenir le seul maître à bord en termes de décision. Sinon, en fait, du jour au lendemain, la valeur peut presque tomber à zéro. Alors, comment ça fonctionne de manière très très simplifiée? Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données. Voilà. Faut se représenter la blockchain comme une base de données. Base de données de manière très basique. Si vous avez un jour touché un tableur, c'est une série de lignes avec des colonnes. Donc, typiquement, sur les lignes, vous pouvez avoir des dates.
Et en colonne, vous allez avoir tous les comptes des personnes. Et dans chaque case, vous allez avoir le montant que chacun détient à telle date donnée. Alors, la date, après, ce n'est pas forcément une date calendaire. Ça peut être toutes les secondes ou toutes les minutes ou ce genre de choses. D'ailleurs, si vous y réfléchissez 2 minutes, une banque, qu'est-ce que c'est? Principalement, c'est un teneur de compte. Un teneur de compte, qu'est-ce qu'il a? Il a une grosse base de données avec laquelle il a tous les noms de ses clients, les numéros de compte, les balances, et après, il y a des mouvements entre comptes, de manière très, très basique. Finalement, la blockchain, il faut vraiment se l'imaginer un petit peu comme ça. Donc, c'est une grosse base de données dans laquelle vous allez avoir à la fois le solde sur chacun des comptes. Alors, c'est complètement transparent, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à l'intégralité des soldes de tous les comptes qui existent. Par contre, vous ne savez pas à qui appartient le compte. Mais vous pouvez voir l'intégralité des soldes des comptes. Ce qui, du coup, est beaucoup plus transparent que le système bancaire. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il vous faut une fois que vous avez cette base de données? Il vous faut la capacité de pouvoir faire un transfert d'un compte A vers un compte B. Et ça va se faire dans l'ajout d'un nouveau bloc, qui est finalement un update des positions des différents comptes. Comment on le fait? C'est là où ça devient un peu technique et où on commence à faire intervenir la cryptographie pour justement rendre la chose difficile à falsifier et à gamer. J'éviterai de rentrer là-dedans, sinon on va y passer un peu de temps et je ne pense pas que ce soit le but d'aujourd'hui. Mais globalement, il y a un protocole qui vous permet de vous assurer qu'il y a une manière efficiente d'écrire une nouvelle ligne dans cette base de données qui donc vous a permis non pas de faire un transfert d'un compte A vers un compte B, mais un ensemble de transferts de certains comptes vers d'autres comptes. C'est un peu plus efficace que juste un bloc, une écriture. Et pour, quelque part, faire cette nouvelle ligne, alors d'une part, cette base de données, ce que j'aurais peut-être dû dire, elle n'est pas qu'à un seul endroit, mais elle est sur tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire que tous les, on va dire, gros utilisateurs, alors là c'est un petit peu particulier, parce que vous allez avoir à la fois celui qui a de la crypto qui juste s'en sert pour acheter, pour vendre des choses, et puis vous avez des gens qui sont des nœuds validateurs, et ces nœuds de validation, qui sont, vous pouvez imaginer comme des ordinateurs, alors c'est plutôt des data centers que des ordinateurs, on va dire, eux, quelque part, comment ça fonctionne? Ils vont devoir concourir, et c'est juste une sorte de puissance de calcul, pour pouvoir avoir le droit de valider un nouveau bloc. Parmi tous ceux qui concourent, il y en a un qui va gagner. Donc, c'est lui qui va, entre guillemets, avoir réussi à déchiffrer la clé le plus rapidement. Et qu'est-ce qu'il va avoir en échange? Le réseau va le rémunérer pour le fait d'avoir gagné. Ça, c'est parce qu'en face, il est quelque part en train de dépenser de l'argent à la fois pour avoir des machines, mais également pour utiliser de l'électricité, parce que les machines, elles ne tournent pas toutes seules. Donc c'est pour le rémunérer là-dessus. Et les gens qui ont voulu, quelque part, passer dans un nouveau bloc pour écrire des transactions, typiquement, je veux envoyer des bitcoins à monsieur, il faut que moi je passe dans un bloc et je vais payer moi-même une petite contribution. Donc les gens qui réussissent à valider un nouveau maillon de la chaîne vont avoir 2 rémunérations. Une qui est liée à la chaîne directement, qui paye pour chaque bloc à un montant fixe, qui diminue de moitié tous les 18 mois. Et un deuxième qui sont les utilisateurs de blocs qui, eux, vont rémunérer. Et là, pour le coup, c'est une question d'offre et de demande. Plus il y a des gens qui veulent passer dans un bloc, donc plus je veux écrire rapidement une nouvelle transaction, plus je vais potentiellement devoir payer. Voilà. Donc ça, c'est les 2 modes de rémunération. Ce qui fait qu'en fait, ces gens-là ont un vrai incentive à bien travailler. Donc ça, c'est une des manières également d'assurer que le système soit efficace. Et donc après, de proche en proche, je vais créer des nouveaux blocs qui représentent des nouvelles transactions, donc des transferts de compte à compte. Le Bitcoin, ça a été créé et c'est avant tout une blockchain qui permet juste de faire du transfert de valeur d'un ordinateur A, ou plutôt d'une adresse A vers une adresse B. C'est pas autre chose que ça. Il y a des blockchains qui font d'autres choses, mais le Bitcoin a été créé pour faire ça. Alors, à quoi ça peut servir? Maintenant qu'on a à peu près une idée de ce que c'est, donc une base de données distribuée sur plusieurs nœuds, à quoi ça peut servir? D'une part, ça sert, et donc ça a été créé pour faire du transfert de valeur. Voilà. Donc typiquement, demain, je vais envoyer de l'argent en Australie à quelqu'un que je ne connais pas. Ça va me prendre moins d'1 heure pour envoyer de l'argent à cette personne-là. Si vous le faites par le système bancaire, je vous montrerai le schéma juste après, vous en avez pour entre 2 et 5 jours si tout va bien. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui s'oppose à ce transfert, a priori c'est votre argent, vous avez a priori le droit d'en faire ce que vous voulez, à part financer le terrorisme.
En tout cas, voilà, vous n'êtes pas dépendant d'un système tiers, vous avez directement accès à cette fonction de transfert. En plus, en termes de coût, un transfert d'argent dans le monde, alors je ne parle pas spécifiquement en France vers la France, ça peut coûter jusqu'à entre 5 et 7%. Voilà, si vous allez chez les Western Union, ça vous coûte une fortune. Avec la blockchain, ça vous coûte quelques centimes. Voilà. Donc c'est pour ça également qu'on voit bien que les banques, elles regardent cet animal-là de manière assez intéressée, parce que ça peut disrupter certaines parties de leur business model. Et inversement, ça pourrait aussi accélérer et améliorer leur process. C'est-à-dire quand eux-mêmes, ils ont besoin de transférer de l'argent de l'Europe vers l'Australie, parce qu'ils ont éventuellement une filiale australienne, peut-être qu'ils pourraient faire ça de manière un peu plus efficace. Voilà. Donc on peut aussi voir le Bitcoin comme un outil technologique qui justement permet de faire ce transfert de valeur. Un petit peu comme l'email finalement a permis de transmettre de l'information au moment de la révolution Internet. Ensuite, c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire que la blockchain elle est infalsifiable. Je ne peux pas faire de fausse écriture. Pourquoi? Parce que justement j'ai ce système de validation qui m'empêche, parce qu'il y a une sorte de compétition pour gagner le droit de faire une nouvelle écriture, qui une fois qu'elle est faite, tout le monde peut vérifier que c'était bien la bonne écriture à faire. Donc quelque part, pour tricher, le seul moyen de tricher, et donc si jamais je fais une fausse écriture, il y aura les gens qui vont s'en apercevoir dans le réseau et qui vont rejeter la transaction. Voilà. Et donc du coup, cet animal un peu technologique qu'on a créé devient un tiers de confiance, au même titre que des notaires par exemple. Et enfin, certains types de blockchain permettent également l'automatisation. Et l'automatisation, c'est quelque chose qui est hyper utile, notamment en finance, quand il faut faire des transferts, notamment des transferts conditionnels de valeur, typiquement sur tout ce qui est règlement livraison ou tout ce qui est collatéral d'OTC. C'est des choses qui sont très complexes, qui sont très difficiles à automatiser, et sur lesquelles le régulateur impose des contraintes de rapidité auprès des banques. Voilà. Ça peut être un outil pour aider à aller un peu plus vite finalement dans ce process-là. Tout en ayant un regard, on va dire, qui a priori ne sera pas biaisé ni contrôlé par une entité. Donc ça, c'était juste le petit schéma pour transférer de l'argent. Donc ici, on a pris Napoléon qui transférait un petit peu d'argent à Joséphine. Vous voyez le système bancaire qui est très très long potentiellement, notamment quand vous faites des transferts à l'étranger, parce qu'il y a plein d'intermédiaires qui interviennent. Et ce qui explique aussi pourquoi ça coûte cher, pourquoi ça prend du temps, puisqu'en gros, à chaque étage, vous prenez, c'est du J+1, voire du J+2 dans un certain nombre de cas. Et puis évidemment, ça coûte de l'argent. Voilà. Alors que la blockchain, finalement, vous permet de faire ça de manière complètement directe, sans avoir à faire de setup quelconque. Vous avez juste besoin de l'adresse de réception, et c'est parti. Ça posera des questions évidemment à tout un tas de personnes ou de régulateurs sur ces transferts, le fait de pouvoir les contrôler ou pas. Mais modulo, on arriverait à identifier ou associer une adresse à une personne. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un token de KYC qui vous dise cette adresse-là, elle appartient bien à monsieur X ou monsieur Y, qui a tous ses comptes dans le monde bancaire. Demain, si moi-même je suis clearé d'un point de vue KYC, le fait que j'envoie de l'argent à cette personne-là ne devrait poser de problème à personne. Donc ce qui peut aujourd'hui freiner un certain nombre d'acteurs de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, est quelque chose qui d'un point de vue technologique peut être tout à fait résolu et permettrait de rendre le système peut-être beaucoup plus efficace. D'où à mon avis l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs pour justement bien comprendre ce qu'il y a derrière, parce qu'on est potentiellement en train de révolutionner un peu la manière dont on peut transférer de l'argent finalement de compte à compte. Quelle heure il est? Ouais, je vais peut-être passer très rapidement sur la partie quant, sur le pourquoi on s'est intéressé à la gestion quant dans notre groupe. Comme j'ai expliqué un petit peu au démarrage, moi j'ai commencé à faire on va dire de la banque à la papa en faisant du crédit. J'ai ensuite fait de la gestion plutôt discrétionnaire. J'ai également pas mal tradé, on va dire, les actions à titre individuel pour m'amuser, que ce soit avec la crise russe, avec la bulle Internet ou avec ce qui s'est passé, les guerres en Irak et autres.
Et finalement, je me suis aperçu que émotionnellement, c'était un peu compliqué, que votre espérance de gain quand vous faisiez un trade a été proche de 50-50 quand vous n'étiez pas trop mauvais, et que la plupart du temps, en fait, la gestion des émotions vous coûtait même un petit peu d'argent. Et finalement, de pouvoir avoir un modèle qui vous dit, on va dire, qui prend des inputs de manière assez factuelle et qui derrière vous sorte un signal long, short ou neutre sur un actif, c'est quelque chose qui justement vous évite d'y mettre votre cœur et de vous tromper. C'est-à-dire qu'un bon système, quand il gagne dans 55% des cas, c'est un bon système. Ce qui veut dire que dans 45% des cas, le système a tort. Quand c'est vous qui prenez la décision, 45% du temps avoir tort, c'est pas agréable. Voilà. Donc finalement, de faire de la gestion quant, ça vous évite ce souci-là. Après, votre rôle, c'est évidemment de challenger les modèles que vous avez développés, d'en développer des nouveaux, et de bien comprendre pourquoi ils ont fonctionné dans un certain nombre de conditions de marché, et qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne plus fonctionner. Voilà. Donc ça vous extrait pas de continuer à travailler et à réfléchir, mais pas sur la prise de décision au quotidien pour acheter ou vendre des actifs. Ensuite, on vit dans un monde qui est de plus en plus submergé de données, notamment avec l'émergence d'Internet, évidemment, avec les réseaux sociaux. On a eu vraiment une explosion de la donnée. Et évidemment, la donnée a une valeur, cette information a une valeur. Comment on la traite, sachant qu'il y a des gens qui sont bien mieux équipés que plein de gens pour traiter ces données-là. Il n'y a pas une réponse. En fait, chacun peut avoir sa méthode d'analyse et d'utilisation des données. Le seul juge de paix, c'est est-ce que vous gagnez de l'argent ou pas à la fin de la journée. Voilà. Et donc finalement, d'avoir une approche systématique qui peut intégrer tout un tas de données. Alors nous, on se contente des prix, parce qu'on est vraiment des traders des lazy traders, donc des gens qui on fait pas beaucoup d'efforts. Mais moi, je pars du principe que je traite les prix, je ne traite pas le fait que la Fed fasse une annonce, que la BCE fasse une annonce. In fine, c'est pas ça que je traite le prix. Donc je suis parti du principe que c'était le minimum d'informations que je devais intégrer. Et après, on pourrait agrémenter ça. Pour le moment, ça nous suffit en termes de risque-rendement qu'on trouve. Mais il y a des gens qui font des trucs beaucoup plus compliqués, notamment dans les hedge funds. Et voilà, donc quelque part, l'approche quant permet de systématiser ce genre de choses et d'intégrer, d'analyser. Alors des choses qui peuvent être très complexes, donc ça peut être des séries de prix, ça peut être des séries de données économiques, mais ça peut être également de l'analyse de tweets, donc de l'analyse de sentiments, ce qui devient un peu plus compliqué à modéliser et à appréhender. Il y a vraiment tout un tas de techniques. Il y a même des gens qui vont s'amuser à analyser des images satellites sur les entrées-sorties dans les usines, pour savoir s'il y a beaucoup de camions qui rentrent et qui sortent. Après, si vous êtes une société industrielle et que vous savez que vous êtes jugé là-dessus, bah vous faites sortir et rentrer des camions vides. Alors après, il y a des mecs qui vont même juger l'épaisseur des pneus pour savoir si le camion il est chargé ou pas. Après, vous pourrez les charger avec n'importe quoi. Bref, on peut s'amuser à l'infini sur ce genre de choses. Il n'y a pas une méthode, encore une fois, il y en a autant, donc il y a un gros espace de créativité, et le seul juge de paix, ça sera la performance à la fin du signal. Et enfin, c'est justement essayer grâce à ça, de pouvoir éliminer la volatilité. Parce que finalement, traiter de la volatilité, un bruit, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de vraie information. Vous êtes juste en train de perdre votre temps et de prendre des risques pour rien. Donc c'est vraiment arriver à retirer la partie essentielle des signaux de la partie qui ne sert pas à grand-chose. Et juste un mot pour finir sur la partie quant, sur la manière dont on construit, nous, nos solutions, juste pour reboucler par rapport au début. Donc on a développé ce qu'on appelle des stratégies, on va dire, brutes, qui sont une stratégie brute, c'est un actif et en gros une approche, toujours quant. Alors quand je dis approche, ça peut être, j'ai un indicateur différent, je pourrais être en trend follow, je pourrais être en retour à la moyenne, je pourrais être sur une fréquence de trading qui est journalière, mensuelle ou hebdomadaire, peu importe. En tout cas, une stratégie brute, c'est ça. C'est un actif typiquement du CAC 40, et je vais avoir un modèle de suivi de tendance sur le CAC 40 en mensuel. Ça va me définir une stratégie brute. Par actif, maintenant, je peux avoir plusieurs approches. Typiquement, nous, sur le S&P, on en a 5 différentes. Et du coup, je peux constituer ce qu'on appelle un blend, qui est un mix de ces stratégies-là. Alors, le mix, je peux le faire de plusieurs manières. Soit je fais un truc très basique, qui est je fais 1/5 sur chacune de mes 5 stratégies. Donc ça, c'est le B à bas. Et puis après, vous pourriez imaginer avoir des modèles d'allocation beaucoup plus dynamiques, qui sont issus du machine learning, ou
on va dire, de techniques d'arbre de décision un peu moins compliquées que le machine learning. Donc après, vous avez une méthode d'assemblage. Donc sur ce blend-là, quelque part, vous allez avoir un signal agrégé de plusieurs stratégies sur le même actif. Donc ça va vous ressortir un signal qui, cette fois-ci, va être beaucoup moins... alors, dans les raw stratégies, en gros, le signal de sortie, c'est -1, 0, 1. Donc short, neutre, long. Quand vous faites du blend, évidemment, si vous avez 5 stratégies, potentiellement, je pourrais avoir des positions qui vont de -1 à +1, on va dire par pas de 0,20, si je fais du 1/5 sur chacun de mes modèles. Après, on peut y rajouter d'autres choses, mais globalement, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus continu et qui, justement, va permettre d'utiliser quoi? La décorrélation de mes modèles sur le même actif. Ça me donne un signal un peu plus compliqué, mais qui va être beaucoup plus stable d'un point de vue risque-rendement, puisqu'in fine, moi, ce qui m'intéresse pour mes clients, c'est de trouver des stratégies de perf absolue qui passent tout type de régime de marché. Alors évidemment, ce n'est pas possible. Pour autant, on a des choses qui sont assez stables dans le temps. Et puis après, ce que vous avez fait sur un actif, vous pouvez commencer à faire du multi-actif. Alors cette fois-ci, en utilisant ces blends que vous avez prédéfinis. Donc typiquement, le fonds qu'on a lancé avec BNP, ça s'appelle Dynamics, et qui est un mix de blends sur du S&P, du Nasdaq, de l'Eurostoxx, du FTSE et du Nikkei. Voilà. Donc vous avez également une diversification, pas simplement sur un seul actif avec plusieurs strates, mais vous avez également du multi-indice qui vous apporte encore un peu plus de décorrélation. Voilà. Et donc, quelque part, Napoléon Index, il a vocation à la fois à abriter les strates brutes, puisque c'est vraiment notre manière première, mais également la transformation primaire ou secondaire. Mais vous le faites aussi sur des paniers de crypto, non? Oui, tout à fait. Alors, cette approche-là, en fait, elle ne dépend pas du fait qu'on est sur un actif classique. On le fait sur tout type d'actifs. Et effectivement, sur Napoléon Index, vous avez aussi bien des stratégies sur les actifs classiques, que ce soit les indices equity, les indices obligataires, le change ou les comos, que sur les cryptos. Et sur les cryptos, on s'est contenté des 7 plus grosses cryptos uniquement. Oui, parce qu'il y a quand même des écarts de volume importants et des écarts de volatilité qui peuvent être... Alors, sur la volatilité, on est de toute manière hors limite, puisque sur à peu près toutes les cryptos, on est autour de 100%, voire beaucoup plus. Par contre, on s'est réservé sur les 7 premières cryptos, parce qu'il y a une vraie problématique de volume et d'exécution. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir une stratégie qui fonctionnerait sur le papier. Le jour où vous la mettez en œuvre, si le fait de faire le trading dessus altère énormément votre stratégie, du coup, vous y perdez là-dessus. Et nous, comme on est une société de gestion, quelque part, in fine, on va aussi gagner de l'argent parce qu'on gère des volumes plus importants. Donc voilà, pour nous, c'était important d'aller sur les actifs qui étaient les plus liquides possibles. Et quand je dis ça, autant le Bitcoin et l'Ether sont à peu près liquides, les 5 autres qui suivent sont liquides, mais ça reste presque de la small cap. Et enfin, pour finir, on va parler de pourquoi investir dans les cryptos. Donc, je vous ai présenté la technologie. Je vous ai présenté un petit peu notre approche systématique sur comment aborder un investissement de manière un peu plus dynamique. Et maintenant, on va observer tout simplement le Bitcoin, donc qui est la plus grosse crypto qui existe aujourd'hui. Ça doit faire un peu plus de la moitié de la market cap de l'ensemble des cryptos. Et là, je vous ai mis en gros la distribution des returns mensuels du Bitcoin et je vous l'ai comparé à la loi normale. C'est à peu près ce qu'on fait en finance classique. On compare toujours par rapport à une loi normale. Ce qui ne fit jamais complètement, voire pas beaucoup, notamment au niveau des queues de distribution, que ce soit à gauche quand ça baisse plus fortement que ce que le modèle prédit, ou à droite quand ça monte beaucoup plus fortement que ce que le modèle prédit. Étonnamment, le Bitcoin, en fait, a une queue de distribution, mais uniquement à droite. C'est-à-dire qu'en fait, les surprises, elles viennent à la hausse. Donc ce qui vous dit typiquement, ou ce qui vous donc ça c'est une distribution mensuelle, donc c'est mois par mois. Ça veut dire que si vous développez un modèle d'allocation, vous avez quand même un biais dans votre modèle d'allocation à avoir plutôt du long que du short. Parce que le short, quelque part, je vois bien qu'il arrive moins souvent que le long. C'est un peu tout bête, mais typiquement, ça doit forcément être un driver quand vous avez développé votre stratégie. En plus, là, quand on regarde quand on mesure les volatilités, donc on adore en finance quant faire plein d'indicateurs. Vous avez ce que vous appelez l'upvol, qui est en gros la volatilité quand le marché monte, et puis vous avez la downvol, c'est la volatilité quand le marché baisse. En fait, vous apercevez que la downvol, elle est très faible par rapport à la volatilité moyenne de cet actif. Donc en fait, la volatilité, elle vient uniquement quand on est à la hausse. En fait, il y a un côté très explosif à la hausse. À la baisse, évidemment,
le marché il peut passer de 100 à 10. Donc ça ne veut pas dire que quelque part, vous n'avez pas un actif qui va perdre 90% de sa valeur. Simplement, il ne va pas le faire avec la même dynamique que quand il monte. Quand il monte, il peut monter très violemment. Par contre, à la baisse, il va baisser. Il y a des périodes de baisse marquées, mais beaucoup moins marquées à la baisse qu'à la hausse. Et puis, depuis le démarrage, on a eu 4 cycles de hausse et de baisse, on va dire, majeurs. Et là, on ne parle pas d'un bull market à plus 20% pardon, un bull market à plus 10% et un bear market à moins 20%. On parle de trucs avec des amplitudes un petit peu plus importantes. On est quand même sur une vol qui est bien au-delà de 100. Et depuis décembre dernier, le Bitcoin est en hausse de quasiment 300%. Oui, on doit être à 300%. Elle date un petit peu, cette slide. Voilà, donc les gens ne réalisent pas forcément. Il y a eu beaucoup de publicité sur le Bitcoin en 2017 quand il a monté très fortement et qu'il a atteint quasiment les 20 000. Il y a eu énormément de publicité en 2018 parce qu'effectivement, il y a eu un énorme retour de flamme. Simplement, le point bas qui a été atteint en décembre 2018, il était bien plus haut que le point de démarrage de la bulle qu'il y a eu en 2017. Et depuis, on a recouvré et on n'a pas retouché encore les plus hauts, loin s'en faut, mais il suffirait de pas grand-chose, vu l'explosivité à la hausse de ce marché-là, pour qu'on les retrouve. Maintenant, donc ça, on a observé cet actif en standalone, enfin tout seul. Et maintenant, si on s'amuse un petit peu à regarder ça avec un actif connu qui est typiquement les actions américaines. Alors vous n'allez pas y voir grand-chose, mais je vais vous expliquer. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la distribution des rendements sur 22 jours, qui est à peu près un mois de bourse, pour faire simple. Et on l'a normalisé en risque. Et on a comparé ce qui se passe sur le Bitcoin par rapport à ce qui se passe sur le S&P 500. Donc ça doit être sur les 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Vous apercevez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des queues de distribution sur le Bitcoin, mais qui sont uniquement à droite. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on sort un peu de la loi normale. Alors que sur le S&P, vous apercevez qu'en risk adjusted, je me retrouve avec des points qui vont très très loin en fait. Donc en fait, de manière un peu contre-intuitive, à risque équivalent, c'est-à-dire que vous mettez un budget de risque qui est bien équivalent, vous ne faites pas du 1 pour 1 entre le S&P et le Bitcoin, vous ajustez typiquement de la volatilité, vous avez un actif qui est moins risqué en fait. C'est juste une question de dosage, donc c'est un actif qui est moins risqué et qui a une explosivité à la hausse et beaucoup moins à la baisse. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique de cet actif qui est, pour le coup, et je pense que je vous aurais posé la question, vous m'auriez tous dit que le Bitcoin est beaucoup plus risqué. Oui, mais il faut juste après être capable de savoir combien j'en ai. Et ensuite, on s'est amusé à ajouter ce Bitcoin. Donc, on en a ajouté 1% à un portefeuille diversifié plus ou moins classique. Donc ça, c'est les portefeuilles qu'on dit balance, mais un peu agressif, donc avec 60% d'actions, 40% de bonds. Et on s'est amusé à remplacer une petite partie de cet actif-là par 1% de Bitcoin et 4% de cash. Et en fait, vous voyez que ça, bon, d'une part, je gagne un petit peu plus d'argent, quand même 1% de plus, mais par rapport à 4%, pas par rapport à 50%. C'est quand même significatif, en réduisant la volatilité. Donc en fait, au-delà de la technologie, on peut débattre à l'infini de savoir si c'est une super technologie, si ça va servir à quelque chose, si c'est efficace, si on peut la hacker. En fait, quand on regarde le Bitcoin, alors, chose que j'ai peut-être pas précisé, mais la technologie. Imaginons que demain, tous les acteurs bancaires utilisent le Bitcoin comme outil de transfert de valeur. En fait, pour pouvoir utiliser cet outil-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut payer en fait à la transaction. Donc en fait, tous mes acteurs vont devenir acheteurs de Bitcoin, non pas pour des raisons spéculatives, mais juste parce que, comme une usine a besoin d'énergie pour fonctionner, elles auront besoin de Bitcoin pour faire fonctionner leur usine qui utilise le Bitcoin. En fait, vous êtes en train de créer, au travers de tous ces projets qui sont en train de naître, une véritable demande, mais cette fois-ci industrielle, comme il y en a pour l'or. Il y a tout un tas de processus industriels qui utilisent l'or dans leur processus, parce qu'il y a des caractéristiques physiques liées à l'or qui est très utile. Si demain la blockchain devient un véritable outil technologique utilisé dans les process de tous les jours pour un certain nombre d'acteurs économiques, j'ai donc créé une demande pour ce Bitcoin, et donc en tant que tel, cet actif-là, il va bien falloir se mettre à le gérer, puisque je vais avoir une demande régulière sur ce truc-là. Voilà. Et donc, quand on voit que quelque part, il y a une vraie demande sous-jacente au Bitcoin qui est en train d'émerger, et je ne dis pas qu'elle est mature, elle est en train d'émerger, ça reste un pari. Maintenant, quand on regarde l'actif, donc le crypto cette fois-ci, non plus comme
le fuel qui permet de faire fonctionner la blockchain, mais juste comme un actif, puisque c'est comme l'or, on peut le regarder comme un actif ou comme un élément d'un process industriel. On s'aperçoit qu'il a des propriétés propres qui sont bien plus intéressantes que juste des actions. On reste sur une tendance de fond qui est quand même plutôt porteur, puisque je pense que la révolution blockchain, elle est plutôt au début qu'à la fin, d'un point de vue adoption. Et on voit bien que, de manière assez contre-intuitive, un saupoudrage, mais vraiment un saupoudrage de Bitcoin dans juste une allocation d'actifs, peut à la fois améliorer le rendement et réduire le risque. Voilà. Donc nous, notre pitch, quelque part, il est un peu là sur pourquoi s'intéresser aux cryptos. C'est presque une hérésie de ne pas s'y intéresser. On va dire, quand on ne mise que 1%, c'est presque une hérésie de ne pas s'y intéresser. Voilà. Je pense que je vais conclure là-dessus. Je regarde juste ce qu'il y a après. Ah si, juste ça c'est amusant. Juste un intérêt d'une stratégie quantitative. Donc, ça, c'est un truc qui rebalance une fois par semaine maximum. En moyenne, j'ai entre 10 et 15 trades en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vous les mets en échelle logarithmique pour qu'on y voit quelque chose, sinon ça sort complètement des graphes. Ici, vous avez ce qu'a fait le Bitcoin depuis 2013. Donc, vous voyez les cycles de hausse, de baisse. Et ça, c'est notre stratégie qui intervient une fois par semaine maximum, le vendredi soir, qui, en gros, si on est au-dessus d'un indicateur de tendance, on achète le Bitcoin. Si on est en dessous d'un indicateur de tendance, on se met en cash. Ça fait référence à tout à l'heure, quand je vous ai montré la distribution des returns, il valait mieux plutôt être long que short. Voilà. Et à cette échelle de temps en weekly, le short ne paye pas. Il y a des échelles de temps plus petites. C'est intéressant d'avoir du trend following à la baisse. Sur des échelles de temps un peu plus longues, ça n'a pas d'intérêt. Et ce truc-là, en fait, vous voyez qu'effectivement, quand le marché monte, vous suivez à peu près le marché. Quand le marché baisse, forcément, comme vous êtes en dessous de votre indicateur de tendance, vous ne faites pas grand-chose. Alors une fois de temps en temps, ça s'allume parce qu'il y a un faux signal. Et puis quand le marché repart, vous repartez, sauf que comme vous ne repartez pas du même point, vous finissez un petit peu en haut. Puis quand le marché rebaisse, vous restez plus ou moins en termes d'étage là. Puis quand ça repart, vous repartez. Voilà. Donc vous avez... Oui. Ce signal-là, on le pousse depuis avril 2018. C'est récent, bien sûr, mais dans le monde de la crypto, de toute façon, aller trouver quelqu'un qui publie des signaux depuis 10 ans, ça n'existe pas. Et puis, c'est l'avantage d'être systématique. Et en plus, cette même stratégie, on l'utilise sur d'autres marchés et elle produit le même type de résultat. Donc, c'est une autre sorte de validation, au-delà de juste avoir quelque part une fonction qui serait adaptée à ma série de données sur le Bitcoin. En fait, vous utilisez la même fonction, vous rentrez d'autres cryptos dedans et vous avez le même profil de return. Qu'est-ce qu'on cherche à capturer avec ce truc-là? Ces gros pics qui arrivent assez régulièrement dans le monde des cryptos. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça va un peu cesser. C'est pas grave, on a d'autres modèles qui fonctionnent dans des marchés plus matures, qu'on développe depuis plus de 10 ans. Mais pour le moment, aujourd'hui, ce qu'on cherche à capturer, c'est ces gros pics-là. Et quand ça redonne assez violemment, en fait, on se coupe. Alors, je ne me coupe pas en haut, évidemment, il n'y a pas de miracle, mais on se coupe peut-être 20% en dessous du pic. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. En gros, les années, vous voyez, où le marché a fortement monté, la stratégie a fait à peu près la perf de l'indice, et j'ai pas vocation à faire beaucoup mieux. À la limite, déjà faire la perf de l'indice, tout le monde sera content. Par contre, dans les marchés beaucoup plus difficiles, comme en 2018, on peut perdre de l'argent, évidemment, mais on va en perdre beaucoup moins que ce que fait le marché. Donc ça veut dire qu'on a quand même sécurisé un peu plus de la hausse qu'on a fait précédemment. Et puis il y a même des marchés où, quelque part, le marché a fortement perdu et on a gagné un peu d'argent. C'est peut-être une exception avec la série de prix, mais l'idée, elle est là. C'est quelque part, je vais juste suivre des tendances qui sont assez marquées, assez fortes pendant quelques semaines ou quelques mois. Et derrière, quand ça se retourne pendant un certain temps, je vais être plutôt en cash, ce qui va avoir plusieurs bénéfices. Effectivement, être moins dépendant de ces gros retournements de marché, baisser la volatilité, parce qu'une partie de mon temps, je suis en cash et non pas sur la crypto. Donc ça, c'est assez mécanique. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de choses très simples qu'on fait chez nous. On a des choses beaucoup plus compliquées, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Il y a encore une ou deux questions. Alors écoutez, j'ai acheté une baguette de pain demain en crypto. Est-ce qu'après-demain, vous allez payer le même prix que la veille? Ça dépend si votre crypto, elle bouge ou pas en valeur. Après, c'est une question relative. Alors, c'est vrai que par rapport à la manière dont le système a été fait avec finalement assez peu de Bitcoin en circulation,
Ça ressemble plus à quelque chose qui pourrait aider les grandes institutions à transférer des gros montants qu'à du particulier qui voudrait utiliser ça. Pour autant, le Bitcoin, il est divisible à l'infini, et vous pouvez avoir 10, 15 chiffres après la virgule. Donc un jour, ce qu'on pourra faire, c'est dire, il n'y a pas 21 millions de Bitcoin, mais il y en a 21 milliards, et chaque nouveau Bitcoin vaut un millième, un peu comme l'ancien franc et le nouveau franc, vaut un millième de ce qu'il valait avant. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une unité de valeur qui est beaucoup plus proche de votre dépense quotidienne pour acheter votre café ou pour acheter votre baguette de pain. Mais ça, c'est qu'ils peuvent modifier le... Non, ils vont pas modifier le protocole, mais quelque part, pour le coup, ça ne changerait pas grand-chose de dire je divise par construction tout par la valeur par 1000 et je multiplie par 1000 le nombre de cryptos que tu as chez toi. C'est une question de convention. Mais c'est les équipes de Bitcoin... Et il suffit de faire en fait, il suffirait de faire un fork là-dessus. Est-ce qui décide de ça? C'est une communauté de développeurs. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une personne qui décide, mais c'est une communauté de gens. Et puis une fois qu'un fork est proposé, donc on va dire ce qu'on appelle une fourchette, alors, sinon ça va faire sourire, mais en gros, votre chaîne, elle peut se diviser en deux, parce qu'il y a deux écoles, deux religions, comme les protestants et les catholiques. Il suffit que tout le monde adopte la branche numéro 1, et ça deviendra de facto la nouvelle blockchain, en fait. Oui. Oui. On peut enlever Stéphane. Bien sûr, bien sûr. Pour nous, c'est extraordinaire l'apparition des futurs. D'une part, ça va nous permettre de lancer les 2 premiers fonds, puisqu'ils vont être gérés à base de futurs. Deuxièmement, c'est un instrument qui permet aux investisseurs classiques d'avoir accès à ce marché-là. Parce qu'aujourd'hui, aller ouvrir un compte sur Coinbase, qui a quelque chose de très très soft dans le monde de la crypto, mais qui pour le monde de la finance classique est un monde d'hérétiques, il y a une barrière à l'entrée. Finalement, l'accès au futur, ça permet finalement à ces gens-là d'avoir une exposition financière au Bitcoin sans avoir tous les tracas liés à détenir le Bitcoin, la clé privée, la clé publique, comment ça rentre dans mes systèmes. Un futur avec un cash settlement, c'est quelque chose qu'ils savent gérer. Oui. Nous, on achète les Bitcoins directement sur le marché. Ouais. En fait, là, typiquement, on parle du projet Libra, qui est finalement une démocratisation de l'accès au monde de la crypto pour des gens qui ont un compte Facebook et pour qui, je pense, ça sera moins compliqué d'aller mettre son compte de carte bleue sur Facebook que sur un exchange crypto qu'ils ne connaissent pas, qui se situerait en Mongolie. Et ça existe. C'est pour moi juste un moyen de donner accès à ce monde de la crypto de manière plus démocratique. Et une fois que vous avez votre Libra en portefeuille, là, vous pourrez aller sur un exchange, ce sera beaucoup plus simple, et de convertir ensuite ce stablecoin en Bitcoin ou en Ether en fonction de vos besoins, ou vos envies, ou je ne sais quoi d'autre. En fait, pour moi, c'est une porte d'entrée dans le monde crypto qui aujourd'hui est un peu compliqué pour le commun des mortels, sauf à bien connaître l'exchange, avoir confiance sur le fait de renseigner son numéro de compte ou autre sur des plateformes qui ne connaissent pas, parce que fondamentalement, si vous n'êtes pas de ce monde-là, vous ne les connaissez pas. L'avantage d'un Facebook, quand bien même on pourrait se dire ils sont en train de nous voler nos données, c'est des arnaqueurs et tout ce qu'on veut, ils ont quand même pignon sur rue, ils ont des adresses, et le jour où ils lanceront leur stablecoin, il y aura tout un tas de régulateurs qui seront prononcés dessus. Et pour nous, vraiment, on le voit comme un accélérateur pour pouvoir donner, c'est une porte d'entrée au monde crypto, beaucoup plus simple que d'avoir à avoir soi-même aller acheter du Bitcoin en direct avec un compte bancaire. Parce que des fois, votre banque vous bloque, vous empêche de virer de l'argent sur l'exchange, et c'est arrivé avec des banques françaises qu'on ne nommera pas ce soir. Après, il faut avoir confiance dans la plateforme avec laquelle vous tradez, et il y a un certain nombre de plateformes qui se sont fait hacker. Et puis il faut connaître, c'est-à-dire que c'est un univers où il n'y a pas un provider de service, mais vous en avez toute une palanquée. Et après, l'autre solution, c'est d'aller pas très loin d'ici, il y a la maison du Bitcoin, qui vous permet d'acheter des Bitcoins presque en physique avec votre carte bleue, modulo des frais d'entrée qui sont très importants. Voilà. Oui.
Grayscale, GBTC, on va dire que ça Alors, tout vient des signaux dont vous parlez, et éventuellement de la mise en place automatique. tout à fait. En fait, nous, le premier fonds qu'on va lancer est un fonds juste d'accès au marché. Donc là, quelque part, on dit juste, si vous achetez ce fonds-là, vous avez une part de fonds qui est indexée au Bitcoin. Là, ça ressemble énormément à ce que fait Grayscale, sauf que nous, la manière dont on le réplique, ce truc-là, ça va être avec du cash et des futurs. Grayscale, eux, sont en physique. Donc là, il y a quand même une petite différence. Maintenant, vous achetez des parts de fonds dans les deux cas. Par contre, effectivement, pour la dernière stratégie dont j'ai parlé, là, il y a une vraie gestion active. Pour le moment, vous n'avez pas de gérant d'actifs qui vous propose des choses systématiques gérées de manière activement sur les cryptos. Voilà. Et après, quand vous en aurez 10 qui vous proposent des stratégies, ça sera à vous, en tant qu'investisseur, d'aller faire le choix sur quelle stratégie vous voulez vous positionner. Et à chaque fois, ça sera un pari sur qu'est-ce que ça va donner dans le futur, sachant que le passé a pu être extraordinaire. Le futur, on n'en sait rien. Après, voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on pousse nos signaux de trading depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on met nos stratégies sur Napoléon Index, qui est un acteur qui est réglementé également par l'ESMA, pour justement apporter de la confiance à des gens qui souhaiteraient justement avoir cette exposition gérée de manière un petit peu active. Oui. Ce sera la dernière question. Est-ce que vous allez lancer votre fonds sur les stratégies? Pardon? Est-ce que vous allez lancer votre fonds avec la stratégie? Ça sera le deuxième fonds qu'on va lancer et je pense qu'on le lancera avant la fin de l'année. Stéphane, merci. Donc maintenant, la partie